Je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui un peintre qui est un génie méconnu du grand siècle. Il s'agit de Laurent de La Hire. C'est un artiste dont le talent surpasse très largement la renommée. Il est encore quasi inconnu du grand public. Sa peinture, fine, lumineuse, harmonieuse, n'est goûtée que par les amateurs éclairés. Mais La Hire mérite de toucher le plus grand public, car son génie est absolument unique. Avec Léonard de Vinci, La Hire est l'un des très rares artistes qui allie esprit de finesse et esprit de géométrie. Ses peintures sont pleines de poésie, ses scènes paraissent tirées d'un rêve, et pourtant ses compositions sont toujours très rigoureusement construites. Car La Hire maîtrise à merveille la géométrie et la perspective. Il se fait aussi architecte, élevant des ruines antiques majestueuses, donnant pour cadre à ses personnages une Athènes et une Rome imaginaires. Laurent de La Hire est le peintre atticiste par excellence. Atticiste, c'est-à-dire qu'il peint dans ce style classique, gracieux, galant et mélancolique qui s'épanouit à Paris au temps de la régence d'Anne d'Autriche, c'est-à-dire au cours des années 1640 et 1650. Laurent de La Hire est né à Paris en 1606. Son père, Étienne, était un homme cultivé, un homme qui avait voyagé jusqu'en Pologne pour y pratiquer sa passion, la peinture. Ensuite, Étienne a acquis un office très rémunérateur de juré, vendeur et contrôleur de vin à Paris. Étienne a remarqué et encouragé la vocation artistique de son fils. Il lui a même permis d'acquérir des compétences en architecture et en perspective qui ont été très utiles à son art, on va le voir. Étienne a engagé son fils à séjourner à Fontainebleau pour se former en scrutant et en copiant les décors du château, en particulier les décors du Primatis à la galerie d'Ulysse, un décor hélas détruit par Louis XV en 1738. La première influence de La Hire est donc le maniérisme élégant et racé du Primatis. La Hire a repris au Primatis ses figures dansantes comme des flammes, ses figures souples, fines et séductrices aux extrémités pointues, et aussi l'emploi de raccourcis perspectifs audacieux. L'autre influence de La Hire, c'est Georges Lallemand, un peintre aujourd'hui oublié dont le grand atelier était pourtant le principal lieu de formation des jeunes artistes à Paris autour de 1620. La Hire y passa quelques mois, comme Nicolas Poussin avant lui. C'est sans doute l'Allemand qui a enseigné à La Hire ce trait de pinceau libre et délié, calligraphique, que l'on admire dans certaines de ses compositions les plus précoces, comme la Vierge à l'enfant du Louvre. Un autre tableau de grande jeunesse de La Hire, tout récemment réapparu, longtemps conservé dans un château, une bataille des centaures contre les Lapides, témoigne de l'influence d'un autre maître de Nicolas Poussin, Quentin Varin. La Hire reprend à Varin la manière de représenter la table du banquet, vous voyez, selon une perspective très fuyante, en plaçant la table devant une arche monumentale ouverte sur l'extérieur. C'est un procédé que l'on trouve dans les Noces de Cana de Varin, conservées au musée des Beaux-Arts de Rennes. La Hire ne demeure pas attaché au style maniériste post-Bellifontain qu'on a vu. Il enrichit son art de traits naturalistes, allant même jusqu'à se faire émule du Caravage dans le grand tableau du Louvre peint en 1630. Le pape Nicolas V au tombeau de Saint-François. Le sujet de ce tableau est singulier. Laurent de La Hire peint le pape de la Renaissance, se rendant au caveau où Saint-François est inhumé et découvrant le corps du saint, vous voyez, debout, portant les stigmates sanglants de la Passion sur les mains et les pieds. Les figures surgissent de l'ombre, les expressions sont graves et solennelles, la torche allumée domine la scène et la théâtralise. L'architecture est sobre et puissante, l'ordre est dorique, les reliefs et les textures ressortent grâce au clair-obscur. Cette veine naturaliste puissante perdurera dans l'art de La Hire jusqu'aux dernières années, mais tempérée, sur un mode mineur. Laurent de La Hire a peint 2 Mai de Notre-Dame, ces grands tableaux commandés chaque 1er mai par la Corporation des Orfèvres, tableaux qui étaient placés sur les colonnes de Notre-Dame. Le Mai de 1635 a été peint par La Hire sur le sujet de Saint-Pierre guérissant les malades de son ombre, et le Mai de 1637 sur le sujet de la conversion de Saint-Paul. Les 2 Mai de La Hire figurent parmi les plus beaux qui ont été peints. Les couleurs
éclate dans un romantisme Louis XIII qui est ici à son sommet. Rouge intense, contraste d'orange et de mauve, plumes d'autruche blanches qui ornent les casques, bottes montantes à décor en damier, l'art du temps des mousquetaires. Les 2 mets de La Hire ont été restaurés après l'incendie de Notre-Dame. On peut désormais admirer la belle facture de La Hire et de nombreux détails très savoureux. Par exemple, les roseaux blancs empâtés sur le casque ou l'œil très expressif du cheval, le museau du même cheval avec, voyez, la langue qui pointe. Ça, c'est vraiment le morceau de bravoure du mets de La Hire. La Hire n'avait pas peur de se confronter au très grand format, on le voit, avec les mets de Notre-Dame ou d'autres grands tableaux d'autel. C'est ce que montre une scène absolument passionnante qui nous fait pénétrer dans un atelier d'artiste du XVIIe siècle. Un tableau qui représente Laurent de La Hire dans son atelier devant une toile, vous le voyez, absolument monumentale, à peine ébauchée. On voit des chaises disposées pour les spectateurs, comme au théâtre, un visiteur qui boit une bière, qui se restaure, 2 autres personnes qui examinent un dessin à droite, 2 chiens, un épagnol endormi et un petit bichon auprès d'une femme qui brode, des livres et des cartons à dessin, des toiles montées sur châssis. On voit qu'un atelier d'artiste était un lieu vivant et public au XVIIe siècle. Quant aux grands tableaux ébauchés, malheureusement, on n'a pas réussi à les identifier. La Hire en a peint un nombre considérable. Citons la belle Assomption, visible au Louvre, peinte pour les Capucins de la rue Saint-Honoré, et aussi la superbe Trinité, qui est actuellement en cours de restauration, qui a été peinte pour les Minimes de la place Royale. Un tableau que les multiples lacunes rendent peut-être plus beau et plus touchant encore. L'aveuglement des habitants de Sodome est un chef-d'œuvre absolu, peint par La Hire et conservé au Louvre. Cette œuvre marque le commencement de la période atticiste de Laurent de La Hire. On est en 1639. La perspective y est soigneusement posée par le dallage, vous le voyez, par l'emmarchement. Les couleurs sont acides et claires, faisant contraster les bleus et les mauves, qui est un procédé distinctif de l'atticisme. Les habitants de Sodome sont aveuglés car ils ont voulu s'en prendre aux 2 anges qui étaient les hôtes de Lot. Lot, le seul juste de la cité de Sodome. Et soudain, vous le voyez, des fourmis apparaissent depuis une crevasse dans le sol. Ces fourmis sont un symbole et un présage d'après les hiéroglyphiques de Pietro Valeriano. Ces fourmis annoncent la destruction imminente de Sodome en raison de la colère de Dieu et des péchés de ses habitants. Le Laban, cherchant ses idoles, conservé au Louvre, est peut-être le plus beau paysage historique peint par Laurent de La Hire. Au centre, on voit Laban qui cherche ses idoles, dérobé par sa fille Rachel, épouse de Jacob. C'est un sujet tiré de la Genèse. Le récit décrit une querelle familiale sur le chemin de Canaan. Mais La Hire a effacé toute idée de conflit dans son tableau. La scène est apaisée, pleine de naturel, égayée par la présence des enfants, vous le voyez. Les animaux sont aussi à l'honneur. Bélier, brebis, une chèvre et une vache à l'œil particulièrement expressif, car la poésie du paysage est relevée par ses touches naturalistes, toison des moutons, cornes de la chèvre, aussi les veines du bois de la malle et la clé introduite dans la serrure. Et pourtant, le tableau de La Hire demeure absolument classique, avec une composition fermée et frontale, dominée par ce temple d'ordre corinthien qui est représenté avec une précision d'architecte. Et comme toujours chez La Hire, le passage du temps est bien visible. Ce passage du temps rend le temple plus vénérable encore avec ses colonnes ébréchées, cette pierre descellée, cette portion d'entablement effondrée, et puis la nature qui reprend ses droits et qui investit l'édifice. Ici des branches qui traversent le fronton et le ciel. On y aperçoit des oiseaux. L'air est d'une transparence saisissante que La Hire obtient par un travail minutieux en glacis, c'est-à-dire en fines couches superposées. Il en résulte une légèreté, une luminosité et surtout un sentiment de sérénité dans une nature accueillante et arcadienne. La Hire est le maître des allégories poétiques, où de mystérieuses figures féminines peuplent une antiquité rêvée,
une antiquité figée hors du temps. Ainsi les allégories des arts libéraux, commandées par Gédéon Tallemant, cousin de l'auteur des Historiettes. 7 tableaux sur le sujet des 7 arts libéraux. Libéraux, c'est-à-dire dignes d'un homme libre. Ils constituaient, ces arts libéraux, la base de l'enseignement classique depuis le Moyen-Âge. D'abord le quadrivium, musique, astronomie, géométrie et arithmétique. Ensuite le trivium, dialectique, rhétorique et grammaire. La grammaire est sans doute la plus belle de ces allégories. Elle s'inspire d'une gravure de Jacques Deby de l'édition française de l'iconologie de Cesare Ripa. La lyre transforme une vignette didactique en un chef-d'œuvre plein de vie et de poésie. D'abord, grâce à la magie de la touche. Il faut s'approcher et admirer l'eau qui s'écoule du vase et qui est rendue par petits accents légèrement empâtés posés avec une précision d'orfèvre. Il y a la finesse des glacis qui donne luminosité et légèreté à la scène. La jeune femme qui arrose les fleurs est belle comme une déesse grecque. Son profil s'harmonise avec les colonnes à l'arrière-plan. Les drapés sont soigneusement dessinés avec une facture fine et lisse. Tout cela donne à la figure un aspect intemporel qui convient à une allégorie. Ce classicisme intemporel est pourtant contredit par le naturalisme de certaines parties. Et c'est dans ce contraste que réside toute la poésie de cette toile. D'abord, ce vase qui est une imitation européenne des précieuses porcelaines chinoises de la période Ming, porcelaine bleue et blanche. C'est donc un objet raffiné, recherché par les amateurs. L'inscription sur le phylactère est empruntée à Priscien, grammairien du temps de Justinien. Le texte latin de l'inscription dit une parole sensée, digne de l'écrit et bien prononcée. Surtout, la lyre a prêté une grande attention aux fleurs. On reconnaît à gauche des anémones, à droite des primevères. Les primevères sont parmi les premières fleurs du printemps. Elles correspondent donc à la signification générale de cette allégorie. Il faut cultiver les jeunes esprits afin qu'ils donnent des fleurs et des fruits. Quant à l'allégorie de la géométrie, c'est sans doute la plus personnelle, celle qui en dit le plus long sur l'artiste lui-même, sur l'importance qu'il accorde à la perspective. C'est ce que dévoile le tableau placé au premier plan à gauche. On voit que les mathématiques sont au cœur de l'art de la lyre. Son fils, Philippe de la Hire, deviendra d'ailleurs un artiste, comme son père, bien sûr, mais aussi un grand savant, membre de l'Académie des sciences. Comme tous les peintres atticistes, Laurent de la Hire a peint pour la reine et régente Anne d'Autriche. Le château de Versailles conserve l'allégorie de la régence. Elle est assise, cette allégorie, aimantant le regard avec ses draperies tricolores, bleu, blanc, rouge. Elle pose la main sur un globe bleu à fleurs de lys d'or qui symbolise le gouvernement du royaume de France. Elle tient une palme pour signifier que la France est victorieuse. Les victoires aboutissent à la paix de Westphalie en 1648 qui marque la fin de la guerre de 30 ans. Cette paix est représentée à droite par le garçon couronné de fleurs portant un rameau d'olivier et mettant le feu à un monceau d'armes. Parmi les armes qui seront brûlées, il y a une corde de pendu, allusion à la clémence de la reine Anne d'Autriche, à son humanité. La paix assure la prospérité du royaume, symbolisée par la corne d'abondance. La renommée surplombe la régence et publie sa gloire. La renommée, vous le voyez, c'est une figure sensuelle, avec ce sein qui pointe sous un drapé presque transparent. On voit que la lyre a le secret de donner vie aux allégories les plus abstraites. Enfin, le dernier personnage est la vertu d'Anne d'Autriche, qui la couronne, car la régence c'est Anne d'Autriche, c'est la reine, et c'est donc un portrait politique et moral d'Anne d'Autriche œuvrant à la paix et à la prospérité du royaume de France. Laurent de la Hire a également peint le dévouement de la reine Anne d'Autriche pour ses 2 enfants, Louis XIV et Philippe d'Orléans. C'est un tableau conservé au musée de Budapest qui montre Cornélie, mère des Gracques, à qui l'ambassadeur du roi d'Égypte propose la couronne d'Égypte et les richesses, et Cornélie répond que ses plus précieuses richesses, ce sont ses 2 enfants, c'est-à-dire les Gracques, qui seront les réformateurs de la République romaine. Cornélie, il faut le savoir, est la première femme qui a été honorée d'une statue sous la Rome antique. Cornélie, c'est bien sûr Anne d'Autriche. Les 2 femmes fortes, que presque 2000 ans séparent, se répondent.
Laurent de La Hire a dédié le tableau au roi, à Louis XIV, d'une manière cryptée. Par l'inscription, vous le voyez sur le fronton du temple, ce tableau est dédié à Jupiter. Jupiter, évidemment, c'est le jeune Louis XIV. Dans un tableau contemporain, Poherson le représente le foudre à la main et l'aigle à ses pieds. Pour conclure, nous dirons que Laurent de La Hire a été le peintre qui a certainement le mieux réussi à harmoniser les trois caractères principaux de l'atticisme. D'abord le classicisme gracieux, d'essence Bellifontaine, ensuite ce naturalisme qui touche Paris et toute l'Europe au cours des années 1630 et 1640, et puis enfin la rigueur géométrique et la maîtrise perspective. La Hire est un peintre géomètre, il n'en est pas moins poète avec des accents romantiques. Enfin, redisons-le, La Hire est assurément l'un des plus grands peintres méconnus du grand siècle. Voilà, je vous remercie.